Vous vendez sur Vinted, Airbnb, Le Bon Coin, mais est-ce que vous savez vraiment ce que Bercy sait sur vous? Depuis 3 ans, une directive européenne oblige les plateformes à transmettre à l'administration fiscale le détail de vos transactions. Pour décoder tout ça, j'accueille Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Bonjour Jérôme. Bonjour Marie-Laure. Alors Jérôme, comment expliquer que Bercy s'intéresse aujourd'hui à des flux qu'il ignorait largement il y a encore 10 ans? Bien parce qu'en fait, l'économie collaborative n'est plus marginale. En une décennie, on a vu les choses changer et évidemment, il a fallu mettre en place un véritable plan d'économie pour voir ce qui est devenu des transactions très diffuses, mais néanmoins représentant plusieurs dizaines de milliards d'euros de flux annuels, des millions d'utilisateurs réguliers, des plateformes valorisées à des niveaux comparables aux acteurs traditionnels du commerce, donc un véritable impact sur le commerce, sont venus changer le système. Donc aucun système fiscal moderne ne pouvait laisser de côté ce genre de choses et face à cette telle masse. Et donc il fallait préserver la neutralité concurrentielle également vis-à-vis des professionnels, des commerçants, des hôteliers. Donc le sujet, c'est pas tant celui des recettes que celui de l'équité entre différents canaux économiques, premièrement. Deuxièmement, parce que, enfin, les outils techniques le permettent. Entre l'IA, le particulier autrefois qui vendait, qui louait sur une foire à tout, qui passait des petites annonces, ça ne se repérait pas. Maintenant, on a des flux volumineux avec des plateformes importantes qui peuvent gérer et on est sorti du système apparent. Donc cette directive d'Accept, je vais y arriver, en fait c'est ce qu'on appelle le Digital Platform Information, et d'Accept ça veut dire la directive en Administrative Corporation, donc la 7e, qui a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2022 et qui est devenue applicable depuis le 1er janvier 2024, permet notamment ou oblige Vinted, vous les avez cités, Le Bon Coin, Airbnb, Blablacar, eBay et puis toutes les autres plateformes, de transmettre chaque année à l'administration un certain nombre d'informations, des décomptes nominatifs des opérations. Donc, Monsieur X va fournir ses opérations, participe à des opérations, il doit fournir cette information. Et l'utilisateur lui-même reçoit le décompte avant le 31 janvier. C'est une logique de symétrie informationnelle. Donc, en fait, il faut aussi aligner les flux sur le droit commun. Donc, on n'invente pas un nouvel impôt, mais on rectifie une position qui n'était pas taxée et aucune règle fiscale n'a été modifiée. Ce sont des règles d'information. Donc, ce qui change, c'est l'information à des dispositions qui est mise à disposition de chacun pour appliquer correctement les règles qui jusqu'ici reposaient largement sur la bonne foi déclarative. Alors, je suis un particulier, je vide mon grenier ou mon dressing sur Vinted, comme c'est le cas de beaucoup de Français. Est-ce que je dois m'inquiéter concrètement? Qu'est-ce qui a changé pour moi? Alors, rien n'a changé sur le plan du bien d'occasion, si vous voulez. Vous avez tout à fait le droit de vendre la poussette, ses DVD, son ancien téléviseur, sa vieille chaîne, son Minitel parfois qu'on retrouve, le vide dressing donc. Ces sommes échappent à l'impôt sur le revenu. Et l'administration le rappelle expressément, exemple à l'appui d'ailleurs sur son site officiel, que je vous engage à aller voir, 35, 40, 100 transactions à petit prix sur Vinted ne déclenchent aucune imposition. Ça ne change pas. Dès lors que le contribuable se borne à céder des biens qu'il a personnellement utilisé, donc du bien d'occasion. Ce qui évolue, c'est la règle, c'est l'information disponible pour l'appliquer. Oui, parce que c'est là où ça se complique, Jérôme. Où est exactement la frontière entre le vendeur occasionnel, celui qui brade ses vieilles baskets, et le revendeur professionnel qui, lui, doit déclarer ses bénéfices? Alors, on a deux portes de sortie de la sphère privée, si je puis dire, et seulement deux. On a la porte du seuil objet. Donc, la cession d'un bien à plus de 5 000 € fait basculer dans un régime spécifique de plus-value sur biens meubles ou une taxe forfaitaire sur les objets précieux selon la nature du bien. Et la porte de l'activité. Dès lors que le contribuable achète, fabrique ou collecte dans le but de revendre avec une intention de commercer, donc il a l'intention de commercer, il achète pour revendre, peu importe le montant individuel des ventes, il devient commerçant au sens fiscal et dès lors avec toutes les conséquences que cela emporte. L'erreur classique, c'est de confondre fréquence et professionnalité. Alors, il est vrai que la fréquence est quand même un indice. Quelqu'un qui vend 3000 objets par an, on peut s'interroger sur le sujet. Et d'ailleurs, dans le passé, on a eu des cas où l'exemple le plus typique, c'est le vendeur de timbres, qui vendait des timbres toute l'année avec un certain volume. Là, l'administration s'en inquiétait. Maintenant, on s'aperçoit quand même, et justement grâce à ces informations, on voit si oui ou non, on est sur des biens d'occasion ou pas. Et donc, l'indice, ce n'est pas uniquement la fréquence, on va regarder la régularité, l'organisation, la démarche commerciale, éventuellement le site, et on va vérifier s'il y a ou non une activité lucrative. Donc la Cour de cassation a retenu ainsi la qualité de vendeur professionnel à l'encontre d'un particulier qui lui avait vendu à l'achat-revente plus d'une quarantaine de véhicules. On voit bien qu'il les avait achetés pour les revendre, ce n'est pas uniquement des véhicules qu'il avait utilisés ou qu'il avait stockés pendant des années comme le ferait un collectionneur. A l'inverse, un volume de vente
Vinted issu de la garde-robe accumulée pendant 20 ans demeurera privé, quel qu'en soit le montant cumulé. Donc ce n'est pas le compteur qui décide, ce n'est pas strictement le compteur qui décide, c'est l'intention. Et là, je préciserai pour terminer que, en fait, le changement de vie des familles, et notamment à l'occasion des divorces, on voit qu'énormément de familles vendent, ou des déménagements, énormément de familles vendent ce qu'elles avaient dans les greniers. Oui, parce que la presse a parfois laissé entendre que si on dépassait le seuil de 5 000 € de vente sur Vinted dans l'année, c'était imposable. Ça, c'est vrai ou c'est une idée reçue? Alors non, parce que c'est un seuil qui s'analyse, selon le Code général des impôts, par unité. Donc vous pouvez plus vendre votre anorak, les enfants, les affaires du bébé, quand ils ont maintenant 18 ans, ils ne s'en serviront plus. Eh bien, si vous vendez 500 articles à 20 € sur Vinted, vous n'êtes pas rattrapé par la patrouille, si je puis dire. Et quand bien même ce cumul atteindrait 10 000 € dans la même année. En revanche, un seul sac Hermès, parlons de luxe, à 15 000 € va rentrer, une montre de collection va rentrer dans le système, ou un meuble ancien à 12 000 €. Après, il faut savoir si on a ou non une plus-value. Faire rentrer dans le régime des plus-values sur les biens meubles. Donc, diriger deux régimes distincts au-delà de ce seuil. Soit on est sur la taxe forfaitaire sur les objets précieux, donc on a, pour les objets précieux, à nouveau, deux seuils. On est à 11% pour les métaux précieux, c'est-à-dire ce qui serait l'or ou l'argent, 6%, je vais y arriver, pour les bijoux et les œuvres d'art et d'antiquité, et on ajoute un 0,5 de CRDS, donc de charge sociale, pour les vendeurs résidents. Donc ça s'applique sur un montant de cession brute, sans considération d'une éventuelle plus-value. Donc, première possibilité, une taxe forfaitaire sur le prix de vente. Le régime de droit commun, deuxième possibilité, qui est souvent sur option, c'est un régime de plus-value, qui est une imposition à 19%, qui peut être majoré des prélèvements, qui sera majoré des prélèvements sociaux, qui sont maintenant portés à 18,6 à compter du 1er janvier 2006, donc 37,6 au total, et qui sont par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Ce régime, il diminue avec le temps, comme dans les biens immobiliers, puisqu'on a, au-delà de la deuxième année, un abattement de 5% par an, ce qui fait qu'au-delà de 22 ans, on n'a plus rien à payer. Donc le contribuable va choisir, selon la solution qui est la plus appropriée pour lui, quand il a un bien qui dépasse donc 5 000 €. Soit il appliquera les 6,5 ou les 11,5 si c'est par exemple un métal précieux, 11,5 pour les métaux précieux, 6,5 pour les bijoux et œuvres d'art, soit au contraire, puisqu'il aura la preuve, et c'est là où c'est plus difficile, il pourra dire qu'il a ce bien depuis par exemple plus de 22 ans, il aura tout intérêt à choisir la plus-value de taux normal. Donc à cette ère d'Axis, le justificatif d'acquisition devient le premier outil, si je puis dire, patrimonial du collectionneur. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de Airbnb sur le plan fiscal. Qu'est-ce qui a changé concrètement avec la loi de finances pour 2025? Parce que là, les propriétaires ont eu une surprise. Alors là, effectivement, il y a eu, autant on pouvait dire qu'il n'y avait pas de changement, c'était une question d'information, autant pour Airbnb, on a de l'information, mais on a aussi énormément de changements. Donc la location touristique sort progressivement d'une sphère protégée et elle rentre dans le droit commun, si je puis dire. Pendant 10 ans, la location meublée touristique, elle bénéficiait d'un traitement fiscal qui était très favorable, et c'était vraiment une source d'ailleurs d'investissement pour des particuliers, puisqu'on avait un abattement de 71%, avec une neutralité de l'amortissement du régime réel, on pouvait amortir des plus-values immobilières des particuliers. Donc ce régime s'est construit sur un postulat, c'est que la location meublée occasionnelle était en fait une prolongation de la sphère privée, ou du patrimoine privé. Eh bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais le développement massif d'Airbnb a engagé le législateur à changer la chose. Cette qualification est devenue difficilement tenable face à un accroissement très fort et une intensité très forte de cette activité de para-hôtellerie. Donc une réforme d'ampleur, c'est que le micro-BIC, maintenant, c'est 50% d'abattement avec un plafond de 77 000 €, qui est désormais réservé seulement aux meublés de tourisme classés ou aux chambres d'hôtes. Donc là, on est déjà dans quelque chose qui est quasi professionnel. Pour les locations Airbnb non classées, on passe cette fois-ci à 30%, on était à 50%, et 30% en deçà de 15 000 €. Donc 50%, 77 000 € est devenu 30%, 15 000 €. Au-delà, c'est le régime réel, avec ses contraintes comptables et son imposition au barème. Donc Airbnb n'est plus tout à fait un placement patrimonial comme ça l'a été, c'est une activité économique à part entière. Et puis au-delà du fisc, il y a aussi la loi Le Meur du 19 novembre 2024 qui est venue resserrer les vis sur le plan réglementaire. Qu'est-ce que ça change concrètement pour quelqu'un qui loue son appartement en courte durée? Donc à nouveau, une régulation locale considérablement renforcée. Un enregistrement obligatoire en mairie avec le numéro à publier sur l'annonce généralisée en 2026. Donc on veut tracer à partir de ce numéro ce qui a été fait. Un plafond qui a été ramené à 90 jours par an pour les résidences principales
dans la plupart des grandes villes, donc vous ne pouvez pas louer plus de 90 jours pour votre résidence principale, et la possibilité pour les copropriétés d'interdire purement et simplement les locations courtes à la majorité des 2/3, contre l'unanimité auparavant. Donc on veut laisser plus de souplesse aux copropriétés. Une dimension environnementale assumée, c'est-à-dire qu'une exclusion progressive des passoires énergétiques, on en a parlé, du DPE au minimum à compter du 1er janvier 2004, des sanctions renforcées qui peuvent atteindre 50 000 €. Donc le dispositif est plus clair. Le législateur n'a pas cherché à interdire Airbnb, il a cherché à aligner son traitement sur celui des activités économiques classiques, tout en répondant à des préoccupations urbaines et environnementales légitimes. C'est le premier secteur de l'économie collaborative à connaître un cadre véritablement consolidé. L'investissement Airbnb donc suppose désormais d'arbitrer autrement rendement, conformité urbaine et exigences énergétiques. Alors qu'est-ce qui change réellement dans la pratique du contrôle fiscal au-delà du symbole politique ? C'est la transmission automatique, massive, nominative, on va dire systématique. Donc les plateformes remettent chaque année, avant le 31 janvier, les données des utilisateurs, dépassant les 2 seuils européens, 30 transactions dans l'année, ou 2 000 € de produits cumulés. Et on voit que c'est très faible. Et donc on voit bien que l'enquêteur, ou celui qui disposera des données, va pouvoir chercher assez facilement. Donc ce seuil, ce ne sont pas les seuils d'imposition, ce sont des seuils d'information, de transmission. L'utilisateur en deçà des 5 000 € reste pleinement taxable. Celui qui est en dessous des 5 000 € par objet ne sera pas taxable. Et l'utilisateur va recevoir le même décompte. Donc il y a une symétrie de l'information entre la plateforme et l'utilisateur. Les conséquences pratiques sont souvent sous-estimées. Avant 2024, une plateforme non déclarée pouvait à la rigueur relever d'une omission de bonne foi. Désormais, le contribuable détient dès janvier toutes les informations. Et donc, en cas de contrôle, il sera obligé de les fournir. Donc, l'omission jadis involontaire doit devenir une démarche plus active. Pas l'omission, mais les informations. Alors, concrètement, quels sont les vrais risques aujourd'hui ? On parle de quel niveau de sanction ? Alors, c'est une gradation classique, Marie-Laure. C'est quand même à prendre au sérieux. D'abord, les rappels d'impôts sur les 3 années précédentes. Vous savez que l'administration revient sur 3 années plus l'année en cours. Ensuite, c'est un intérêt de retard de 0,2 par mois, soit 2,4 par an pour l'intérêt de retard, très difficilement négociable. Des majorations qui peuvent aller jusqu'à 10% pour de simples retards, jusqu'à 40%, soit parce que ce sont des retards manifestes, soit parce que ce sont des retards répétés, et qui peuvent aller, si on voit que c'est frauduleux, à 80%. Au-delà de 100 000 € des droits rappelés, je rappelle qu'avec 80% de pénalité, eh bien, les droits sont transmis, enfin l'information est transmise directement au parquet et on change de catégorie, on n'est plus seulement fiscal, on est pénal. 3 profils qui sont particulièrement exposés. Le loueur Airbnb non déclaré, la convergence entre DAC7, enregistrement en mairie et contrôle de la taxe de séjour rend la situation donc très difficile. Le revendeur professionnel non identifié qui se cache chez eBay, c'est assez classique si je puis dire. Achat sur site d'enchères, lot, revente d'objets de régulière, et on voit bien que il a vendu 12 fois des petites cuillères, ça veut dire qu'il les avait probablement achetées. Donc l'administration, elle progresse sur ce sujet. Et enfin, c'est le contribuable qui cède un bien isolé à plus de 5 000 €. Autrefois, ça passait. Maintenant, il y a une déclaration spécifique dans les 30 jours de la cession, qui est souvent méconnue, car elle est justement distincte de la déclaration annuelle. Donc le piège inverse, mais plus rare, c'est la déclaration excessive. Donc on est pris d'inquiétude, on a vendu beaucoup d'objets sur Vinted, on reçoit les informations et on se précipite pour déclarer. Non, ce n'est pas ça. Donc il faut comprendre cette règle, il vaut mieux déclarer par prudence, mais la transparence ne doit pas traduire par une surfiscalisation qui serait volontaire. Merci beaucoup Jérôme, décryptage signé Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Bonne journée. Merci Marie-Laure.